Bonjour à tous. D'abord, juste une première chose, je ne suis pas sociologue, je le prends comme un compliment, hein, mais je ne suis pas chercheur, je suis urbaniste de formation et peut-être comme un certain nombre d'entre vous d'une certaine génération, il n'y avait pas de formation en évaluation à l'époque où j'ai commencé. Je suis arrivé complètement par hasard à l'évaluation. J'ai lu au maximum le site web des personnes qui me recrutaient la première fois que j'y suis allé pour avoir l'air à peu près intelligent sur le sujet, mais voilà, les hasards et les contingences, ça fait aussi des carrières professionnelles et dans mon cas, c'est ça. Sur ce sujet, je voudrais effectivement redire en introduction qu'il y a un vrai paradoxe avec l'évaluation participative. L'évaluation participative, c'est quasiment aussi ancien que l'évaluation. Ce n'est pas une innovation qui est arrivée à un moment, on faisait des évaluations d'une certaine façon, puis tout d'un coup on s'est dit qu'on allait faire des évaluations participatives. Dès les années 70, il y en a plein, il y a Carol Weiss, ça fait remonter ça aux années 40, à des choses de recherche participative qui ressemblent à l'évaluation. Donc ça n'est pas quelque chose de nouveau, en particulier dans les années 90, en Europe, il y a eu une grosse explosion d'évaluation participative. C'est devenu une pratique qui existait. Et en même temps, tous les 10 ans, 15 ans, on recommence et on se dit « Ah bah oui, quand même, la participation, c'est intéressant, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui pourrait changer l'évaluation. » Une anecdote, en France, le design de politique publique est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe comme une façon de revoir l'action publique du point de vue des usagers. Et un certain nombre de designers, c'était en 2015, ils sont mis en tête de reconfigurer, redesigner l'évaluation de politique publique. Ils ont proposé un truc qui s'appelle l'évaluation engagée, et leur super idée, c'était qu'on pourrait impliquer les parties prenantes dans l'évaluation. Alors on peut se dire, bah oui, mais c'est des designers, alors voilà, ils ne se sont pas posé la question de ce que c'était l'histoire de l'évaluation, etc. Mais il y a 2 mois, il y a Sébastien Lemire. Sébastien Lemire, c'est un chercheur en évaluation. Il travaille depuis des années sur ce sujet. Il a fait un papier où il dit on va reprendre l'arbre des théories de l'évaluation, puis on va voir comment il croît cet arbre. Et dans ses tendances émergentes, il met l'évaluation participative. Alors lui, c'est pas quelqu'un qui connaît pas l'évaluation, hein, et pourtant il dit bien, voilà, aujourd'hui on est de nouveau dans un moment où on se repose la question de l'évaluation participative. Donc ça pose forcément question, et puis une innovation qu'on fait depuis 40 ans et qui ne prend pas, quelque part c'est que c'est quand même une innovation qui a des problèmes, quoi, hein. Donc je pense que c'est intéressant de se reposer cette question-là régulièrement. Je voudrais être assez clair ici, effectivement, comme l'a dit Caroline, je suis un croyant en l'évaluation participative, je crois en ses vertus. J'ai participé, j'ai mené des évaluations participatives, j'ai évalué des dispositifs participatifs, ce qui, quand on réfléchit à ces évaluations participatives, compte beaucoup. Je n'ai pas encore fait d'évaluation participative, mais je ne désespère pas qu'à un moment ou à un autre, ça peut se faire dans ma carrière. Mais donc voilà, je crois qu'il y a vraiment un potentiel à ces évaluations, mais je crois aussi que si on parle beaucoup de participation, en réalité, elle est assez peu présente dans les actes. Je vais explorer 3 raisons principales ici. La première, c'est vraiment une question de définition. C'est un terme qui est particulièrement ambigu, l'évaluation participative. Et en fait, on joue de cette participation, de cette ambiguïté, pardon. Et donc, je vais ici proposer de la définir de façon assez restrictive. Pendant longtemps, on a plutôt vu la participation comme des continuums. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut fixer des seuils, et c'est pas grave de ne pas avoir une évaluation purement participative, mais il faut savoir de quoi on parle. La deuxième chose, la deuxième raison, je pense, qui est importante, c'est que une fois qu'on a vraiment restreint la définition de l'évaluation participative, l'évaluation participative, c'est dangereux. C'est pas facile, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, et en réalité, il y a beaucoup de gens qui craignent l'évaluation participative, et ça pose des problèmes. Et puis, la troisième chose, et qui est au cœur de ma présentation, c'est que c'est compliqué à faire une évaluation participative. Et quand on dit qu'on soutient l'évaluation participative, il y a un certain nombre d'enjeux sur lesquels on doit revenir. Et peut-être que c'est un travers que nous avons en tant qu'évaluateurs,
je ne suis pas sociologue, mais je m'occupe beaucoup de la façon dont les évaluateurs abordent les choses, c'est qu'on a tendance à les aborder, ces problèmes, en termes de méthode. On se dit, non, non, mais j'ai une meilleure méthode, on va faire une bonne méthode. Dans les congrès d'évaluation, on fait des présentations où on parle de méthode. Sauf qu'en réalité, le contexte, les gens avec qui on travaille, le climat politique du moment, parfois le hasard, la contingence, ont énormément d'importance dans le fait qu'une évaluation participative va avoir les résultats escomptés ou pas. Et ça, c'est extrêmement important, on est obligé de le prendre en compte si on veut avoir des évaluations participatives qui marchent. Et notamment, un des enjeux, ça va être d'accepter que l'évaluation participative, c'est un acte politique, et que c'est un acte politique incertain. Donc il faut accepter cette incertitude. Et puis, je terminerai par quelques enjeux qui me semblent assez cruciaux aujourd'hui sur les suites de l'évaluation participative. La façon classique de définir l'évaluation participative, c'est avec 3 critères qui ont été proposés par Bradley Cousins et Elizabeth Whitmore, que vous avez là à l'écran, qui sont la sélection des parties prenantes, le contrôle du processus et l'étendue de la participation. Ce que je vais dire ici, c'est que ces 3 critères, en tout cas ces 3 éléments ici, ils sont non négociables pour qu'on puisse parler d'évaluation participative. Moi, j'ai mis le curseur à un certain endroit, vous me mettriez peut-être à un autre endroit, mais je m'appuie sur une très large diversité d'évaluations participatives, et donc c'est la logique que j'ai préféré avoir ici. La première chose, c'est que l'on va impliquer un groupe pluraliste au sens d'un groupe qui ne comprend pas que les financeurs ou décideurs, voire un groupe dans lequel les financeurs et décideurs sont exclus. Ça, c'est le point principal qui donne la démarche participative, c'est que si vous vous demandez simplement est-ce que les gens parlent, délibèrent, débattent, etc., oui, on peut très bien le faire avec uniquement des décideurs. Ça marche très bien en interne de faire une démarche participative, mais ça ne sera pas de l'évaluation participative. Dans ce groupe, dans cette instance pluraliste, ce que l'on va rechercher, ce n'est pas forcément de la diversité de personnes, c'est de la diversité de points de vue. Ce sont des gens qui représentent des points de vue différents sur un sujet, sur un problème politique que l'on aborde, et donc on va chercher cette variété de points de vue. Ce groupe de parties prenantes, cette instance pluraliste, elle doit avoir à minima un petit peu de contrôle sur le processus de l'évaluation. Ça aussi c'est essentiel, c'est peut-être le plus compliqué en réalité du lot, c'est qu'ils doivent avoir un pouvoir sur l'évaluation. Ça peut être la décision sur les questions évaluatives, ça peut être des décisions relatives à la méthode, ça peut être d'avoir leur droit de regard sur le rapport, sur les conclusions, sur les recommandations, mais ils doivent avoir du pouvoir. Ce pouvoir, il peut être formel, il peut avoir été formalisé au début de l'évaluation, mais ce pouvoir, il peut aussi être pris. Et je reviendrai là-dessus, c'est un point qui, pour moi, est important, c'est que nous, en tant qu'évaluateurs, on peut faire en sorte que les parties prenantes prennent du pouvoir pendant l'évaluation. Donc, il faut qu'ils aient du pouvoir. Et puis, un troisième point, il faut qu'effectivement, ils aient un rôle dans les rendus, dans la production évaluative, c'est-à-dire à la fois le référentiel d'évaluation au départ, etc., et puis potentiellement d'autres étapes. J'ajoute un point qui est essentiel pour moi, c'est que cette instance ne peut pas être juste un lieu d'expression ou un lieu de témoignage. C'est un lieu de délibération. Quand je dis délibération, je prends mes notes pour être sûr de le dire comme ça, un échange raisonné d'arguments dans lequel tous les participants envoient au chapitre, un processus qui leur permet de s'informer, mais aussi d'évoluer dans leurs préférences, dans ce qui compte pour eux, et donc d'aboutir à un jugement plus fondé. S'il n'y a pas ce processus de délibération, on n'est pas dans une évaluation participative, voire on n'est pas dans une évaluation. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez en Suisse, nous c'est un souci que l'on a peut-être de plus en plus, c'est qu'on a des choses qui s'appellent évaluation participative, mais qui sont des dispositifs participatifs, dans lesquels les gens s'expriment, et qui ne sont pas des évaluations. Donc quand on parle d'une évaluation participative, à la fois on a des critères sur la participation, c'est ceux que j'ai présentés ici, mais on doit aussi avoir des critères sur l'évaluation. Et une évaluation participative, eh ben, elle essaye d'aboutir à un jugement qui s'appuie sur des données probantes, des données qu'on a collectées pendant l'évaluation,
Et donc ça ne peut pas être juste un moment de discussion ou une expression des valeurs des uns et des autres. Elle doit porter sur les conséquences de l'intervention dans le monde réel, et pas en théorie si une chose est bien ou elle n'est pas bien. Et puis elle doit viser à l'amélioration de l'action publique et, in fine, à l'intérêt général. Donc quand je dis tout ça, j'exclus de fait des dispositifs qui sont tout à fait honorables, mais qui sont ce que moi j'appelle plutôt des dispositifs collaboratifs, ou pluralistes selon les définitions que l'on va utiliser. Ils engagent les parties prenantes parfois massivement, mais comme source d'information, pas comme sujet de l'évaluation. Ce n'est pas eux qui font, ils sont les objets. Ça peut être des objets qui apportent énormément de choses, mais ça reste des objets. Et j'exclus aussi des dispositifs participatifs, pareillement, tout à fait honorables, mais qui ne sont pas des évaluations. Et on a cette nécessité, en tout cas en France aujourd'hui, où la participation a le vent en poupe, on a cette nécessité de dire, c'est pas parce qu'on fait délibérer des citoyens sur un sujet ou qu'on les fait discuter que c'est une évaluation, même si ça porte sur de l'action publique. Voilà, je réutilisais juste ça pour dire que lorsque on parle de qui est dans les groupes pluralistes, ça c'est le triangle de Frédéric Varron, c'est un hommage à la Suisse évidemment. Et donc ce sont les gens qui sont en bas du triangle qui sont présents. Les groupes cibles, les bénéficiaires finaux, et puis quand on y arrive, les perdants, les gagnants, même s'ils ne sont pas directement touchés, c'est extrêmement utile. Et donc, une évaluation participative, elle est à la fois un dispositif participatif et à la fois une évaluation. Alors, ce qui est intéressant avec ça, le fait que ce soit à la fois des dispositifs participatifs et des évaluations, c'est aussi qu'on combine les promesses des dispositifs participatifs et des évaluations, lorsque l'on fait ce genre de choses. Donc Cousins et Whitmore, ils avaient cette distinction qu'ils faisaient entre des évaluations participatives pratiques et des évaluations participatives transformationnelles. La logique pratique, c'est de dire, mais lorsque l'on fait une évaluation participative, ces évaluations sont plus utiles, ça fait des évaluations de meilleure qualité, et donc c'est raisonnable de faire des évaluations participatives. Ça, c'est un argument qui marche très bien sur les évaluateurs, de leur dire, voilà, quand vous faites tout simplement une évaluation participative, vous avez plus de chances d'avoir quelque chose qui est utile, et donc, in fine, d'améliorer l'action publique. Les trois éléments que j'ai mis à gauche, ça c'est les trois objectifs classiques d'un dispositif participatif. La gestion publique, l'intégration de l'expertise d'usage, etc. Tout ce qui relève du vivre ensemble et de la citoyenneté, et puis au-delà l'idée d'élaborer peut-être un nouveau modèle démocratique et de changer les rapports de pouvoir dans la société. La logique transformationnelle, elle part complètement de l'inverse. C'est-à-dire que la question n'est pas est-ce qu'elle est utile ou pas utile, elle est est-ce que je peux faire de l'évaluation un outil pour changer le monde. Et première étape pour changer le monde, changer les rapports de pouvoir dans la société, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, à ceux à qui, même quand on la donne, on transforme leur parole, on parle pour eux, etc. etc. Donc, quand on se dit pourquoi est-ce qu'on va faire des évaluations participatives, généralement, on va avoir ces deux logiques-là. Soit on voit la participation comme un moyen de produire de meilleures évaluations, soit on les voit d'abord comme une façon de changer la démocratie. Alors, j'ai beaucoup parlé en théorie jusqu'ici. Je voudrais assez rapidement donner trois exemples, et puis je pense que toutes les personnes qui étaient là hier ont entendu d'autres exemples dans d'autres situations. Je pense notamment au cas de Papouasie-Nouvelle-Guinée auquel j'ai assisté hier. Là, ce sont trois exemples qui sont en France et qui sont plus à l'échelle de programmes. Un premier exemple d'une évaluation participative, c'est sur un fonds qui finance des projets pour des habitants de quartiers pauvres, des projets qui visent à la cohésion sociale. On est au milieu des années 2000, la région qui fait ça veut expérimenter les dispositifs citoyens. Il demande à ce qu'il y ait d'abord une évaluation classique, collaborative mais classique. On demande à un évaluateur de faire un certain nombre d'études de cas sur le terrain pour répondre à un certain nombre de questions. Et cette évaluation a dit, c'est un dispositif qui est intéressant, mais
finalement, les gens s'en servent pas beaucoup, ils s'en saisissent pas énormément. C'est des tout petits projets. À l'époque, c'était des projets qui étaient en dessous de 5000 francs français, donc 800 €. C'est intangible, est-ce qu'il faut conserver? Et puis, deuxième étape, on demande à un panel de citoyens, recrutés spécifiquement par un institut de sondage pour représenter la diversité des habitants de cette région, de répondre eux aussi à des questions d'évaluation accompagnées par l'évaluateur de la première classe. Ils prennent connaissance de l'ensemble des contenus, ils rencontrent un certain nombre de personnes, ils sont formés, ils ont l'occasion d'auditionner les personnes à qui ils souhaitent parler, et ils doivent rédiger leur avis citoyen. Et quand ils rédigent leur avis citoyen, ils laissent complètement de côté les questions évaluatives qui ont été posées par la région, qui leur semblent complètement inintéressantes, c'est totalement faux, et ils leur disent aujourd'hui vous avez mis en place un dispositif de cohésion sociale pour les quartiers les plus défavorisés, mais la cohésion sociale c'est un argument qui touche à l'ensemble de la société. Ce dispositif, il doit être mis en place largement parce qu'il est pertinent, et la question de l'efficacité est une question subsidiaire. Tout ça se fait en public, en présence de l'élu, qui garde de très bonnes figures, qui dit c'est formidable devant les caméras de France 3, et qui dit rendez-vous dans un an pour constater les avancées, etc. Ça, c'est un premier exemple. Exemple que je trouve intéressant parce qu'on est typiquement dans la situation où ce que font les citoyens, c'est qu'ils dynamitent les questions évaluatives. Et alors, s'il y a bien des gens qui peuvent le faire, c'est les citoyens. Nous, en tant qu'évaluateurs, si on dit votre question évaluative est vraiment nulle, j'ai décidé de répondre à une autre, il n'est pas sûr que ça passe forcément très vite. Deuxième exemple, c'est un réseau de transport urbain. On est dans la logique participative où on a l'ensemble des parties prenantes des transports urbains qui sont présents, et notamment un grand nombre de représentants de différents types d'usagers. Ça peut être les usagers de façon générale, mais c'est aussi ceux qui utilisent le vélo, les personnes en situation de handicap, etc., qui sont présents. L'évaluation a été décidée par les élus, les services nous accueillent en disant, vous savez, cette évaluation ne va pas être très intéressante parce que, honnêtement, ça va très bien. Ça marche très très bien notre dispositif. Normalement, vous avez déjà entendu ça au début d'une évaluation. On discute les questions évaluatives avec le groupe pluraliste. Bon, les questions évaluatives sont larges, le groupe ne sait pas très bien ce qu'il fait là. Il amende les questions, mais vraiment à la marge. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est courant dans les démarches participatives. C'est pas évident, si on vous demande au début d'une évaluation sur quels critères doit-on juger le dispositif, c'est pas forcément le cas. L'évaluation commence par une phase exploratoire, on revient avec une vingtaine d'enjeux qui méritent d'être creusés, et là les parties prenantes commencent à se saisir de ces enjeux. Le commanditaire les minimise, dit bon finalement ils ne sont pas si importants ces enjeux, mais les parties prenantes voient là la possibilité de prendre un peu le pouvoir sur cette évaluation, ils tiennent bon. L'évaluation se fait au regard de ces enjeux, le rapport est critique, donne lieu à des débats très vifs, la discussion sur les conclusions donne lieu à des débats encore plus vifs. Nous on est au milieu avec nos méthodes participatives, mais in fine, et c'est ça qui est intéressant, le commanditaire décide d'endosser les conclusions. Il ne dit pas c'est les conclusions de l'instance, il ne dit pas c'est les conclusions de l'évaluateur, il dit ok on va les prendre. Mais pour ça il s'est battu d'arrache-pied tout du long. Et pourquoi est-ce qu'il les prend? Parce que les parties prenantes ont dit on n'a jamais discuté comme ça avant, on veut bien poursuivre la discussion pour améliorer l'offre de transport urbain sur le territoire sur la base des conclusions de cette évaluation. Et là on est typiquement dans le pouvoir de l'évaluation participative. Et puis un troisième exemple qui est très différent, qui est un travail qui est fait avec des inspecteurs du travail. Alors les inspecteurs du travail, je ne sais pas ce que ça donne en Suisse, mais en France, il est absolument inacceptable d'envisager l'idée que quelqu'un d'extérieur pourrait leur dire si ce qu'ils font est bien ou pas bien. Ça n'est pas possible. Et en même temps, ils sont totalement autonomes, ils sont protégés par une convention pour ça. Et en même temps, l'État essaye de mettre en place des politiques publiques d'inspection du travail, c'est-à-dire d'identifier des sujets sur lesquels il faudrait qu'il y ait une action concertée des inspecteurs du travail. Donc, par exemple, ça peut être l'exposition à l'amiante, ou ça peut être le respect des règles sur les chantiers, etc., de sécurité. L'évaluation est d'abord vue comme un moyen d'introduire des indicateurs de performance dans le travail
des évaluateurs, on n'y croit pas des inspecteurs du travail, on n'y croit pas vraiment. Donc on s'accorde pour mettre en place une démarche dans laquelle ce sont les inspecteurs eux-mêmes qui vont concevoir leur dispositif d'évaluation. Et quand on construit ça, on leur dit, c'est vous qui définissez les règles, parce qu'on pense que c'est à peu près le seul moyen de faire en sorte qu'ils ne boycottent pas le dispositif et qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc ils construisent leur question évaluative, leur théorie du changement, ils décident de la façon dont la collecte va être faite, ils font une partie de la collecte, ils demandent à des prestataires extérieurs de faire l'autre partie de la collecte, ils rédigent eux-mêmes leur rapport d'évaluation, accompagné par un évaluateur, et donc ils discutent leurs évaluations entre eux. Et là, on a quelque chose, une mise en place de l'évaluation dans l'inspection du travail qui n'avait jamais eu lieu jusqu'ici. Et quand on est dans cette situation-là, on a quelque chose qui fonctionne, mais qui est très très différent de ce qui avait été attendu initialement. Et on voit à la fois que pour les gens qui sont concernés, c'est intéressant, ça leur a permis d'avancer, mais qu'on n'a jamais été capable de généraliser ce dispositif, parce que pas d'accompagnement, qu'on n'est plus avec des gens motivés, et que la méfiance envers l'évaluation reste la plus forte. Voilà, j'ai voulu donner ces 3 cas pour donner un peu une idée de la façon dont pouvaient se passer des évaluations participatives. Elles sont donc très diverses, avec des situations qui sont très diverses. Elles ont des usages qui sont différents. Mais bon, on est quand même à chaque fois dans une situation où ces évaluations, elles sont intéressantes. Elles apportent des choses nouvelles, elles débloquent des situations, elles permettent d'aller plus loin. Donc on pourrait se dire, une fois qu'on a dit ça, tout le monde devrait faire des évaluations participatives. C'est quelque chose qui marche bien. Il y a quelques années, la Société française d'évaluation avait fait un travail sur un échantillon d'évaluation. Ils en avaient pris à peu près 250. Ils avaient vu que dans à peu près 60% les parties prenantes étaient associées d'une façon ou d'une autre. Mais sur le total, il y en avait 7 dans lesquelles les parties prenantes étaient associées à la production d'éléments d'évaluation. Ça fait 3% de l'échantillon, 3% où il y a vraiment codécision sur le contenu de l'évaluation. Je ne sais pas si vous avez fait ce travail en Suisse, mais moi, 3%, c'est à peu près ce que je constate en vrai d'évaluation où il y a un vrai rôle des parties prenantes. Alors, je ne veux pas forcément être trop négatif quand je dis ça. On est en même temps dans une situation où la plupart des commanditaires, des évaluateurs reconnaissent l'intérêt d'impliquer des parties prenantes. On a fait une méta-évaluation il y a quelques années pour le gouvernement français. On a vu que même les hauts fonctionnaires français disaient que maintenant c'était important d'impliquer les parties prenantes. Je peux vous assurer que c'était très inattendu. Donc on est quand même sur un changement d'état d'esprit par rapport à la participation. Sauf que quand on la regarde en vrai, on voit que inviter des personnes externes au comité de pilotage, d'accord. Faire des entretiens, d'accord. Faire des ateliers, d'accord. Céder une parcelle de pouvoir sur le contenu de l'évaluation, non. Ne pas poser les questions d'évaluation ou ne pas avoir la main sur les questions d'évaluation, ça devient extrêmement dur. J'aime beaucoup cette citation-là parce que je pense que ça représente très bien la situation sur laquelle on est dans l'évaluation participative. C'est suffisamment flou pour qu'on puisse se permettre de dire qu'on en fait parce qu'on implique des gens, mais aussi, ça nous permet de ne pas réellement en faire parce que si on commence à rentrer vraiment dans les critères, là on se fâche. Et là, on va avoir des réactions de rejet par rapport à tout ça. Moi, je considère que, dans mon expérience aujourd'hui, ça reste un peu toujours les mêmes qui font de l'évaluation participative parce qu'ils sont déjà impliqués, parce qu'ils ont déjà cette envie. Et ça reste quand même extrêmement dur d'aller au-delà. Et il me semble que si on veut vraiment tirer les bénéfices de l'évaluation participative, il faut sortir de ce flou. Et sortir de ce flou, c'est d'abord de la responsabilité des évaluateurs eux-mêmes, de se servir un peu des zones d'autonomie qu'on a dans l'évaluation, des marges de manœuvre qu'on a dans l'évaluation, pour casser le flou, pour dire « Ok, vous avez voulu faire de la participation, alors maintenant on va vraiment faire de la participation. Maintenant on va vraiment donner un pouvoir décisionnel. » On a des possibilités, en particulier quand on a des cahiers des charges un peu flous, un peu vagues qui appellent à la participation, justement de pousser ce travail-là et de clarifier les termes. Je pense qu'à plus long terme, on a aussi intérêt à poser la question du contrôle donné aux parties prenantes un peu plus franchement
en début d'évaluation, au moment directement des cahiers des charges, dans les politiques d'évaluation, et de construire un peu les garde-fous qui permettent à des collectivités de se lancer. Le dernier point que je voudrais annoncer ici, c'est que même quand on a lancé l'évaluation participative, même quand on est dedans, eh ben, on a énormément de difficultés à les mener à bien et à les mener à bien jusqu'au bout. Ce qui est peut-être un des vrais soucis que l'on a avec l'évaluation participative. Je dirais qu'on a deux écueils principaux. Un premier qui est qu'on perd de vue la participation et un deuxième qui est qu'on perd de vue l'évaluation. On peut avoir des dispositifs qui continuent à être très participatifs mais qui perdent de vue l'évaluation. Il y a un certain nombre d'enjeux qui sont liés directement avec l'instance d'évaluation, avec le groupe d'évaluation. Ça peut être lié à la composition du groupe, je ne vais pas forcément en détail là-dessus, mais peut-être plus largement, on a la question de s'auto-autoriser, quand on est un groupe de parties prenantes, s'auto-autoriser à prendre le contrôle. Ça demande un travail qui n'est pas évident. Et on est dans la demande vis-à-vis de parties prenantes de prendre un rôle qui n'est pas facile pour elles. Typiquement, on demande, on dit avec l'évaluation participative, on va exprimer des valeurs différentes, ça va permettre d'élargir le jugement, ça va permettre de mieux prendre en compte tous les points de vue. Oui, mais exprimer des valeurs, c'est pas du tout facile. Même quand on est des gens lettrés, qui connaissent l'action publique. Alors si vous ne la connaissez pas en plus, c'est encore plus difficile. Donc on a un travail qui est extrêmement difficile, et nous on l'a vu sur des initiatives locales, de terrain, etc. Souvent dans les évaluations, le temps qu'il faut pour exprimer ces valeurs, pour exprimer les critères de jugement qui sont vraiment intéressants, c'est toute l'évaluation. Ça n'est pas, comme nous on l'imagine, une petite phase de cadrage dans laquelle on met en place les éléments, puis la collecte pour regarder au regard de ces critères, et puis ensuite les jugements. Donc tout ça, ça demande une évaluation qui doit être très réactive, très capable de prendre en compte des critères de jugement qui vont changer en cours de route, mais c'est ça le cœur de la participation, c'est ça la délibération qui va faire qu'on aboutit à des résultats intéressants. Alors, j'ai parlé du pouvoir que les commanditaires refusent de lâcher, mais ça s'adresse à nous aussi. C'est-à-dire, nous, évaluateurs, on a aussi nécessité de lâcher une parcelle de notre pouvoir quand on fait ça. Et en particulier sur les questions de méthode. On va dire, mais c'est important que... on discute sur les questions évaluatives, c'est important qu'on discute sur le jugement, mais on reste les experts, on reste les gens qui savent comment faire, on reste les méthodologues. Et d'ailleurs, quand vous parlez avec les parties prenantes de la méthode, souvent ils vous disent « non, mais c'est vous le spécialiste, hein, on vous fait confiance, vous faites ». Sauf que, évidemment, nos méthodes, elles ne sont pas neutres, elles représentent aussi nos points de vue. Et puis, on l'a dimensionné d'une certaine façon. Si moi je suis consultant, je prépare un devis, je l'ai préparé au début, bon. Qu'est-ce qui se passe si finalement il faut changer, si la méthode ne comprend pas, etc. Donc tout ça, ce sont des points compliqués. Et je pense qu'on a besoin aussi de balayer devant notre propre porte. Il y a un enjeu en tant qu'évaluateur d'accepter de lâcher un peu prise sur la méthode. Et je ne vais rien en dire, mais ça c'est une expérimentation de travailler sur la méthode avec des parties prenantes. Là, je triche parce que c'est des évaluateurs. Hein, j'avais pas une belle photo avec des parties prenantes. Mais où on va être justement dans cette idée-là de dire la méthode, ça n'est pas un acte technique, c'est déjà un choix politique, c'est un choix que tout le monde peut faire. Mais par contre, il faut avoir le temps, de nouveau, de pouvoir rentrer dans ces questions-là. Je terminerai sur ce point, sur la difficulté à faire. Il y a quelques années, à la Société européenne d'évaluation à Maastricht, il y avait Claire Hutching d'Oxford qui a dit quelque chose qui, à mon avis, est très juste. Elle a dit nous, évaluateurs, on passe notre temps à essayer d'imaginer des Ferrari, la plus belle évaluation possible, la plus rutilante, etc. Et on a besoin de Fiat. On a besoin de Fiat qui marche tous les jours et qui permettent de vraiment faire de la participation. Je vous laisse choisir la voiture qui vous convient le mieux, mais on a réellement cet enjeu aujourd'hui. 3 nouvelles frontières, rapidement pour terminer et pour se dire qu'on a aussi des enjeux pour l'avenir sur lesquels il faut travailler. Peut-être la première, c'est que j'ai dit c'était compliqué, etc., mais j'ai envie à un moment de retourner la question. Est-ce qu'on peut encore se permettre de ne pas faire d'évaluation participative ? On est dans une école de travail social. Est-ce qu'on peut encore se permettre de dire qu'on va faire une bonne évaluation qui est au regard des bons critères de jugement, de la bonne façon de faire, si on ne prend pas en compte les points de vue des gens qui sont directement concernés?
On a un nombre de politiques énorme dans lesquelles les bénéficiaires de l'action publique, c'est d'ailleurs très amusant qu'on les appelle comme ça, ne sont des bénéficiaires que dans l'œil des commanditaires. Hein. Ce sont des gens qui subissent les politiques publiques, qui sont hostiles à la politique publique, ou qui sont, et c'est peut-être encore pire, indifférents à l'action publique. Quand on travaille avec des Roms, avec des personnes qui sont détenues, avec des personnes qui sont marginalisées d'une façon ou d'une autre, on voit très très bien que rien que leur demander de rentrer dans une politique publique, c'est faire violence. Donc on a cet enjeu qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, je pense que vraiment on ne peut plus se permettre d'évaluer ce genre de politique-là sans intégrer la participation. Pas dit que c'était facile, hein, mais je pense qu'on est obligé de le faire. Deuxième situation dans laquelle on est obligé de le faire, c'est à chaque fois qu'on est avec des publics qui réfléchissent sur leurs propres pratiques. On continue à penser que les parties prenantes sont des objets de nos politiques publiques. Mais si vous travaillez avec un travailleur social, avec des enseignants, avec des médecins, ce sont tous des gens qui ont une réflexion sur leurs propres pratiques. Vous ne croyez pas que quand ils viennent dans une évaluation, ils ont leur propre agenda et puis qu'ils choisissent ce qu'ils vous racontent? C'est-à-dire, si on n'implique pas directement les travailleurs sociaux dans les évaluations, on ne peut pas déchiffrer ça, on ne peut pas créer la confiance qui peut permettre que ces évaluations soient utiles. Très personnellement, je pense que les travailleurs sociaux devraient être les premiers alliés de l'évaluation. Ce n'est pas le cas en France, je ne sais pas quel est le cas ici, mais si eux s'en saisissent, ils peuvent en faire beaucoup. Le deuxième point, c'est qu'on doit intégrer le conflit dans nos évaluations. Alors on dit, on implique les points de vue, les parties prenantes, etc. Mais on reste quand même dans cette idée-là que l'évaluation, c'est quelque chose de raisonnable, avec des gens raisonnables qui sont autour de la table et qui ont des arguments raisonnables. Puis qu'on peut trouver une solution à la fin de tout ça. Et je suis le premier à être comme ça, je suis une personne raisonnable. Quand je discute avec des amis, je vois bien que je suis le gars raisonnable. Mais on a de plus en plus des gens qui aujourd'hui s'expriment et qui ne veulent pas être dans cette arène raisonnable. Et comment on fait? Je vous ai mis Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est notre combat des dernières années, tout ça. J'aurais pu vous mettre les féministes radicaux à Paris qui réclament la démission d'un conseil municipal, parce qu'ils disent non. Et ça n'est pas une discussion raisonnable, ça n'est pas une négociation, c'est à prendre ou à laisser. Et aujourd'hui, ce sont des gens qu'on exclut de nos évaluations participatives, parce qu'on ne sait pas comment les faire parler avec les autres. Et même quand on essaye de les faire rentrer, ce sont des gens qui nous disent « mais je ne veux pas entrer dans votre évaluation. Votre évaluation, c'est un instrument de pouvoir, au service des pouvoirs publics. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que vous allez pervertir ce que je suis en train de vous dire. » Moi, je pense qu'on a, si on veut faire de l'évaluation, comme on dit beaucoup ces dernières années, un rempart contre le populisme, contre les fake news, etc., c'est pas qu'une question de données, hein. C'est une question d'être capable de créer des arènes délibératives, démocratiques, dans lesquelles on est capable de faire des choses. Et ça, j'ai pas de solution non plus, désolé, hein, je suis pas venu avec, mais je pense qu'on a des choses à faire. Je pense qu'une chose, c'est de documenter les désaccords, d'être plutôt dans une logique où on ne cherche pas à réconcilier tout le monde dans notre évaluation, mais être capable de dire pourquoi on est en désaccord et comment est-ce que les uns et les autres jugent. Rien que ça, si on arrive à le faire, ça me semble formidable. La deuxième chose, ça peut être de dire faisons des évaluations dont les règles du jeu sont définies par les militants. Aujourd'hui, on apporte les règles du jeu. Qu'est-ce qui se passe si la discussion porte d'abord sur les règles du jeu? Et une troisième chose, ça peut être de se dire, est-ce qu'on ne doit pas aller explorer l'idée d'évaluation militante au regard des valeurs de ces groupes militants, avoir aussi des évaluations plus classiques et avoir des sortes de conférences de consensus dans lesquelles on essaye de discuter sur la base de plusieurs évaluations. Mais il me semble que c'est un enjeu essentiel de tout ça. Enjeu essentiel, en particulier si on veut dire que les évaluations participatives sont un acte politique et que cet acte politique, c'est une façon de reconfigurer des politiques, largement. On est obsédé par notre idée d'utilité des évaluations. On sait bien aujourd'hui que notre utilité, elle n'est pas uniquement liée à des questions d'utiliser de recommandations et ce genre de choses. On est probablement dans l'obligation d'aller plus loin et d'essayer d'être à la base de reconfiguration profonde de l'action publique. Ça demande à la fois que l'on intègre ces parties prenantes, ça demande qu'on change de posture, ça demande qu'on aille chercher des compétences autour de ces différentes questions, ça demande à tester modestement, de se tromper, mais d'arriver à une logique dans laquelle l'évaluation participative sera le nouveau normal. Je vous remercie.